Parcours de vie, présenté par Olivier Charnet. Bonjour à tous, épisode 12 de Parcours de vie et ce matin j'ai la joie, le plaisir d'interviewer Monsieur Charnet. Monsieur Charnet que je connais depuis 4 ans. Voilà, donc ce matin je pense que nous allons découvrir un peu qui est ce monsieur 100 000 volts avec sans doute des moments de grande sensibilité sur des périodes de sa vie où j'ai cru comprendre qu'il y avait des franges de sa vie qui sont peut-être un peu plus délicates, mais je crois qu'il va pouvoir nous les livrer avec beaucoup de pudeur. Et puis on verra aussi tout ce qui est autour des projets qu'il mène depuis très très longtemps, et donc il va nous en parler. Alors on va commencer peut-être Monsieur Charnet, et je ne vous tutoierai pas ce matin, même si je sais que c'est l'habitude de cette émission, mais je n'y arriverai pas, donc je ne vais même pas essayer. Très bien. Voilà, donc Monsieur Charnet. Bonjour à tous. Alors, on commence par on y va. La petite enfance, parce Allez. que je crois que vous avez eu une enfance choyée. Alors, effectivement, mais avant de partir à la petite enfance, je voudrais dédier l'émission. Ah oui. Oui, c'est vrai, parce que c'est important, à 3 personnes. Même s'il y en a énormément que je voudrais remercier pour tout l'accompagnement qu'ils m'ont prodigué pendant toutes ces années. La première, c'est mes parents. Et c'est par rapport à justement la petite enfance, j'ai été aimé. Et vraiment, je pense que ça fait la différence. Et j'en suis conscient par rapport à tout ce que je vois. Donc je les remercie beaucoup. Je sais qu'ils vont regarder l'émission, c'est très rigolo. Et il est possible que je pleure un moment aussi au passage. La deuxième, c'est celui qui a aidé à construire en partie ma carrière, qui m'a aidé à me stabiliser, qui m'a montré des choses, qui a eu confiance en moi, qui m'a donné des responsabilités. C'est Antoine Desroches. Qui a changé ma vie parce que c'est un artisan et moi ce que j'aime, on y reviendra sans doute, c'est participer à des chantiers de manière bénévole pour apprendre, pour aider les gens, ce qui m'a toujours aidé, même depuis tout petit où j'étais dans les tranchées en train de creuser avec les mecs du coin, c'est parce que j'aime aider et j'aime apprendre et c'est vrai qu'il m'a énormément apporté et je le remercierai énormément. La dernière personne c'est Laetitia qui est donc ma grande amie d'enfance et je pense que je lui dois ma carrière, sincèrement, et puis mon évolution personnelle, parce que des fois franchement avec du recul, mais on le fait tous, c'était pas gagné quand même. Donc voilà. on va voir comment ces 3 personnes finalement, ces 3 personnes qui ont jalonné votre vie, vous ont permis de passer d'une période de votre vie à une autre et puis peut-être de vous sauver par moments. Oui. Voilà. Donc on commence quand même par la la petite enfance. Cette petite enfance avec des grands-parents, des parents présents, une maman prof, ça ne s'invente pas. Un déterminisme familial terrible. Voilà, tout à fait. Et mon papa qui travaillait à l'Arsenal, c'est-à-dire la construction des chars pour des plans. Il créait des plans en l'occurrence de chars. Alors je me souviens de plein de choses parce que c'est compliqué de résumer toujours en quelques bribes. Mais je sais qu'effectivement j'ai eu la chance d'avoir un noyau familial qui était très présent, entouré par beaucoup de femmes. Et c'est vrai que ça a joué pour toute la suite parce que je me suis dit, elle travaille beaucoup. Mon père aussi travaillait équivalent à la maison, enfin je veux dire les tâches ménagères, tout ça. Il y avait une très bonne répartition. Mais j'ai compris qu'effectivement, pour moi, il y avait une équité naturelle entre l'homme et la femme, quoi. Et quand plus tard, je suis arrivé dans le monde du travail, alors j'ai fait des passages dans le secteur privé, j'ai pas compris pourquoi en fait il y avait une différence de salaire et pourquoi il y avait un traitement une conception féminine qui était différente, quoi. Ça m'a beaucoup marqué et donc les choses ont tendance à se... Un long combat mais qui n'est pas terminé, je pense. Non. Et c'est pour ça que comment on peut être un homme féministe, les termes c'est nul comme terme, mais je pense que c'est une question d'équité au niveau humain même en général. Bref. Donc je grandis tranquillement là-dedans, je suis aimé. Alors je suis daltonien, donc je me souviens petit, ma mère me promène et c'est elle qui me raconte et elle me dit donc dessine-moi, alors c'est à l'époque on dessine pas vraiment mais on prend les couleurs et dessine-moi le toit. Alors le toit je le fais vert, normal, alors qu'il était rouge. Et tu dis mais quelle couleur le toit? Il est vert. Et non, il est rouge. Donc là, ils se posent des questions, ils vont vérifier, puis pouf, il est daltonien, donc c'est l'enfer. Ça ferme énormément de portes, parce que veto, je voulais faire, c'est mort. L'armée, c'est mort. Tire sur le bonhomme vert, il est marron. Pilote. Mort. Oui, c'est mort. Craché. Bon. Après, en même temps, quand je vois tout ce que vous faites au niveau des branchements et tout ça, l'électricité, ça ne vous pose pas de problème. Et pourtant, là, il y a des couleurs. Oui, c'est vrai. Mais bon, on y arrive, on compense en fait, comme chaque chose. Et alors, je crois que ma mère ne voulait pas entendre parler, je pense. Elle me trouve très active tout petit et tout ça. Elle me raconte que j'étais le braillé le plus fort à la maternité. C'est surprenant. Ouais, c'est surprenant. Et elle me dit que très actif, mais je ne sais pas s'il me faut passer des tests ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je crois que visiblement, après des années et des années et des années, c'est la catégorisation, parce qu'on adore mettre dans l'étiquette, de l'hyperactivité. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous seriez HPI.
Non, TDHA ou TDHA. téléachat TDHA. qui bouge tout le temps. Voilà, Ouais. c'est ça, un bougeon. Mais j'en sais rien, enfin bref. Donc, il s'occupe de moi. Et franchement, mais je sais que certains parents vont regarder, ça change toute une vie en fait. Hein. Ils n'ont jamais lâché. Et pourtant, j'ai été pénible. Je me souviens par exemple, c'était l'époque où on pouvait partir en France parce que l'essence n'était pas chère et puis on n'avait pas conscience à l'époque encore de tout l'impact écologique. On pouvait vadrouiller. Donc mon père avait récupéré un camping-car, il avait aménagé intégralement et on partait sur les routes de France pendant les 2 mois de vacances dans des campings. Alors sous la tente ou dans le camping-car, enfin à l'ancienne quoi. Et en plus, je sais que le camping-car aujourd'hui, c'est revenu à la mode. Oui. Et donc on vadrouillait et je sais qu'on est allé dans Bretagne, en Corse et compagnie. Et je me souviens, j'avais mes 6 ans, ou un truc comme ça, ou mes 5 ans, je ne sais plus, parce que dans ce genre-là. Et on allait tous les étés en Corse, donc sur les grandes plages. Et je sais que je passais par exemple mon temps à prendre les tubes de crème des gens en courant sur la plage et à les vider derrière la dune. Mes parents qui me couraient derrière, qui allaient platement s'excuser, infernal. Oui. Mais ils n'ont pas lâché. Non. Mais c'est costaud quand même. Hein. Ça, c'est Ils ne nous ont pas abandonnés, c'est déjà ça. Bonjour. Donc non, ça se passe pas trop mal. Je suis un gentil garçon en fait. Hein. C'est-à-dire que quand on me fait une remarque, j'y fais attention parce que Vous êtes mon but. docile, vous acceptez les remarques. Docile, je suis pas sûr que docile convienne. Non. Mais disons que je réfléchis aux choses et qu'après je viens m'excuser ou tout ça parce que je réfléchis à 3 trucs, quoi. Parce que mes parents surtout m'expliquent justement qu'on ne refuse pas une main tendue, que la vie elle est courte, qu'il faut prendre soin des gens. Puis c'était cette éducation à l'ancienne en fait d'une certaine manière, parce que mes 2 grands-mères ont vécu des périodes extrêmement dures dans la vie, hein, parce que c'était la Seconde Guerre mondiale, tout ça, elle avait vécu. Ma mère a vécu justement aussi cette partie où elle a entendu les résistants se faire fusiller. Et c'était à côté, donc c'est compliqué. Enfin, on a toujours transmis à la maison cette idée de la difficulté à nourrir, parce que ma mère me raconte que ma grand-mère, à un moment, mettait de la sciure dans la soupe pendant la Seconde Guerre mondiale pour épaissir, parce que c'était vraiment tellement compliqué de bouffer, quoi. Donc, je sais que j'ai été choyé parce qu'ils ne voulaient pas que j'ai cette vie-là. Et ce que je peux comprendre quand on fait le contraire, donc ça m'a un peu pourri. Faut pas... Et en même temps, je les remercie beaucoup. Vous avez quand même été élevé avec des valeurs. Ouais, c'est ça. Voilà, et ça, c'est le plus important. Je les remercie beaucoup pour ça parce que on avait conscience de cette misère et de l'histoire justement qu'on portait avec le côté bien ou mal, hein, et que c'était beaucoup plus compliqué que de dire il y a des résistants, il y a des pas résistants. Et ma mère, elle me disait mais on n'en sait rien en fait. Enfin, t'en sais rien. Il faudrait que tu sois à cette époque-là et puis après tu vois quoi. Donc j'ai grandi. Donc là vous avez grandi. On va parler des années collège, des années lycée. Moi, je voudrais juste que vous me disiez à quel moment ce déterminisme dont vous parliez tout à l'heure de votre maman qui était déjà enseignante, à quel moment ça vous a, on va dire, titillé cette histoire de transmettre? Je ne voulais pas faire prof. Vous ne jamais, vouliez pas. jamais. Je la voyais travailler tardivement le soir et mon père qui assurait à côté à la maison quand il rentrait du travail et elle corrigeait des copies. Ou préparation non-stop jusqu'à 22h, minuit et compagnie. Elle s'endormait sur les copies. Alors moi je les regardais, des fois je rigolais parce que tu sais, c'est toujours marrant de regarder les copies. Tout ça. Mais c'est vrai que j'ai été bercé par ce genre de trucs. Mais je me suis dit, mais jamais je ferai ça. Parce que puis déjà, je crois que je suis un solitaire. Alors j'ai eu cette prescience à un des 6 ans de me dire, je finirai seul. Ce truc-là où c'est la vie, hein, personne ne peut t'accompagner sur le grand saut. Je pense qu'on est, alors après c'est des conceptions personnelles, hein, mais je pense qu'on est moins seul quand on est accompagné dans la vie, etc. Mais on reste toujours seul à des moments cruciaux de choix, etc. Et peu de temps après, je me suis dit, je veux pas d'enfant. Les 2 choses étaient quasiment concomitantes. Hein, et point. Alors au début, c'est très complexe quand tu es petit, de se dire au collège, je vais finir seul. Où je suis un solitaire, parce que c'est ça en fait par rapport à ce qu'on disait précédemment. Et je me suis dit mince, je veux absolument intégrer le groupe parce que j'avais bien conscience qu'effectivement c'était cool, tout ça. Mais c'était très difficile, j'y arrivais pas. Pour je ne sais quelle raison, enfin si maintenant je sais un peu plus déjà, mais je sais que par exemple en maternelle, ils me jetaient des cailloux. Et moi, donc, des petits graviers. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris un caillou un plus gros, puis je l'ai rebalancé. Visiblement, je visais mal la grande vitre de l'établissement à constater. Donc j'ai remboursé la vitre de l'établissement avec mes petites tirelires. Je suis venu tout cassé. Mais à la base, c'est que j'avais rien demandé. Hein. Moi, je voulais qu'on me foute la paix. Donc ouais, le harcèlement, ça c'est un peu. Vous étiez un peu différent et on vous le faisait ressentir. Oui, j'étais un peu différent. Ouais. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Enfin, c'est difficile à vivre.
maternelle, collège, où là, c'est très animal en fait. Généralement, ce que je leur dis aux élèves, sûr. c'est que c'est la période la plus complexe. Pourtant, c'est celle où on se forme avec ou justement contre les autres. Et après, ça va mieux quand on grandit. Mais c'est vrai que cette période est très complexe, je Et reconnais. cette période solitaire, où vous étiez mieux tout seul qu'avec les autres, elle a continué jusqu'au lycée, ou c'est déjà au lycée, vous avez trouvé que finalement d'être dans un collectif, c'était quand même plus riche et rassurant? En fait, sans doute je pense aussi. que je suis fatigant, mais gentil mais fatigant. Et je pense que pour autrui, il faut vraiment qu'ils aillent gratter pour gratter la carapace. Et après, à ce moment-là, effectivement, oui, je suis quelqu'un qui est extrêmement loyal. Vraiment, ça, c'est un de mes traits de caractère, je ne trahis pas. Et sauf que si vraiment c'est poussé au bout, etc., mais là, c'est particulier. Mais sinon, ouais, quoi qu'il en soit. Et le collectif, il s'est réduit toujours à un petit nombre, en fait. D'accord, Parce que moi, je ne peux pas tenir des conversations avec 15 000 personnes. d'accord. Et je préfère avoir de l'intimité avec un petit nombre de personnes plutôt qu'avec un grand nombre. Mais c'est vrai que le collectif, c'est complexe pour moi. D'ailleurs, mes parents m'ont fait faire tous les sports possibles pour m'occuper parce qu'ils n'en pouvaient plus. À un moment, il fallait m'occuper. Et donc, ils m'inscrivent au karaté, à la natation. Enfin, tous les sports individuels, ça se passe bien. Forcément, je suis avec moi-même. Enfin, Oui. ok, ils m'engueulent en disant non, il faut nager droit et pas faire. Donc, ok, c'est bon, ça se passe. Mais sinon, c'est un peu compliqué. J'adore les maquettes et la construction parce que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment le monde fonctionne et les machines aussi, enfin toute la structure en fait de mon fonctionnement en général. Et puis Donc, ça fixe votre concentration. c'est aussi. ça. Ça me Oui. permettait d'avoir, comme pourrait le faire le yoga ou Oui. la méditation aujourd'hui, ce que j'ai fait, ça me permet d'avoir effectivement un recentrage Voilà. qui me permet justement d'être plus serein. Donc j'ai fait beaucoup de maquettes, merci papa, merci maman, pas merci la planète avec le plastique. Et ça m'occupait, j'étais capable d'avoir une surconcentration et ça j'ai découvert beaucoup plus tard en fac, c'est-à-dire que j'étais capable de bloquer quasiment 6 heures non-stop et de balayer tout un pan du truc, du programme, parce que je fixais extrêmement rapidement et que la maison pouvait s'écrouler. Effectivement, c'était le cas de ma mère aussi, elle me disait on s'en fout, on travaille. Et c'est vrai que côté rigueur, c'était pas ça. Par contre, j'ai beaucoup appris de mon père. Parce que lui, il était forcément dans les dessins techniques, il ne fallait pas chipoter, mais il essayait de me transmettre pas mal de trucs là-dessus. Comme j'étais petit et un peu tout feu tout flamme, j'ai pas tout percuté, mais je reconnais qu'effectivement ça a commencé à cadrer les choses et après quand j'ai commencé les chantiers, ouais, je m'en suis servi. D'accord. Donc collège, lycée, on a bien compris, une période où on se recherche un peu, au niveau personnel, ouais, au niveau de tout. Des années qui n'ont pas forcément laissé un souvenir. Alors je sais pas, parce que je me positif. souviens plus du collège que du lycée. Je pense que eux, quand on en parle avec les élèves, c'est toujours ce qui marque. Je pense que c'est neurologique en fait par rapport aux étapes de construction et qu'on ancre plus ce qui est dans l'enfance forcément pour les langues et pour la construction sociale forcément. Et je me souviens du collège où j'étais très bon en 6e, 5e, moins en 4e, 3e, parce que par exemple les maths, c'était de la construction logique en fait de formules et de résultats. Et je voyais le résultat, mais toute la reconstruction était totalement impossible. Je me suis fait laminer. Donc tant pis, c'est la vie. D'où tout à l'heure mon idée de HPI. On sait bien que ce sont des enfants qui ont du mal à justifier, à expliciter les choses parce qu'ils les comprennent très vite et ça passe par des canaux beaucoup plus rapides que pour le commun des mortels. Alors je sais pas, même principe, j'en sais rien, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que ça posait problème là-dessus. Les relations avec autrui au collège sont compliquées, parce que collège, parfois violentes, parce qu'à un moment, quand on dit toujours qu'il faut laisser passer les choses, par exemple pour du harcèlement, à un moment, d'ailleurs ça me gave quoi. À un moment, si tu te laisses tout le temps taper dessus. Et ça a été entendu ça à un moment par ou le corps enseignant ou vos parents, ou est-ce que vous l'avez gardé pour vous? C'est complexe parce que comme ils le font aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on garde beaucoup. Alors soit effectivement à un moment ça éclot parce qu'il y a trop de surplus et là effectivement c'est trop tard. Soit effectivement, moi j'ai opté pour les deux en fait. Soit je me taisais, soit j'avais des accès de violence pour répondre. Ça a calmé les choses parfois. C'est pas que je véhicule l'idée que la violence peut arranger les choses. Je pense que non, absolument pas, et qu'il faut prôner l'amour, la tempérance et la paix, surtout aujourd'hui. Mais là, dans ce cas-là, par rapport à un agresseur qui comprenait rien et qui était méchant, à un moment, il fallait faire stop. Et si j'avais pas d'extérieur pour faire stop, il faut s'y coller soi-même. D'où l'importance d'aller voir les adultes. Ouais.
et non pas de répondre avec les points ou avec des mots. Ouais, mais dans l'urgence, c'était complexe. Donc là, pas ma culpe, personne n'est parfait. Non. Mais je reconnais que je fais plein de choses avec des voisins sur la culture, la connaissance. Mes parents me font voir plein de trucs. Je découvre beaucoup de choses. J'ai mes grand-mères qui sont présentes. Ma mère est cinéphile, donc elle me donne beaucoup de films à voir, mais des films anciens et compagnie. Beaucoup de lectures et parfois beaucoup de BD, mais tellement de livres, tellement. Donc j'apprends beaucoup. Sur le fonctionnement du monde et je trouve ça vraiment génial. Donc ça se passe bien. Ça vous donne envie après la fac? Alors, lycée, ouais, on zappe, Oui. parce qu'on s'en fiche, ça se passe pas mal, on reviendra sur le champ après. Et la fac, je suis bien embêté parce que moi je voulais rester chez mes parents, contrairement à la majorité d'entre vous, tous qui vouliez partir. Moi, j'étais bien, ma mère et mon père, ils me disent non, il faut que tu partes. Je leur dis non, mais moi je suis bien. Ils me disent non, tu vas aller à Lyon ou Saint-Étienne. Je leur dis quitter le cocon familial, non. Laurie Nogé. On rappelle que vous habitiez Roanne. Oui, Roanne, la Loire. Voilà. Oui, c'est oula. Donc Lyon, c'est très loin. Et la grande ville en plus. Et la grande. Donc ils me disent ok, on va s'inscrire. Donc je dis ok, et je leur dis en quoi, puisque j'avais eu 16 en anglais, 16 en histoire et je crois 12 ou 14 en latin, puis le reste c'était moyen. Bon, ça se passait. Et je suis bien embêté. Donc ma mère calcule, voit mon intérêt, j'ai oublié depuis tout petit sur les chantiers, parce que mon père et ma mère se sont rencontrés sur des associations d'archéologie, etc., déterminisme par rapport au projet, voilà, formidable. Et donc il m'emmène fouiller. Je me souviens une fois, mon père, il allait chercher des fossiles et donc on allait tailler des immenses fossiles sur une grande carrière et forcément à un moment tu as un éclat de silex qui part et qui lui tranche le jarret, donc artère aussi, hémorragie. Donc je me souviens des monceaux de sang qui sortaient, la jambe de mon père, ma mère qui garrotte. En plus on était paumés dans les carrières de je sais pas trop où, dans Ardèche ou une merde comme ça. Et donc on repart, ma mère prend le camping-car, on va donc aux urgences et compagnie. Et c'était des souvenirs hyper marquants, mais bon, on sait les chantiers de fouilles à l'époque où c'était tout ouvert, etc. Donc c'est vrai que là-dessus, pour l'orientation, elle voit bien mon intérêt, elle me dit tiens, lettres classiques, puis comme elle est prof, elle se dit le ratio, c'est-à-dire le nombre de candidats et le taux de réussite est pas trop mal dans lettres classiques, tira. Moi je dis ok parce que je suis pas pénible, je suis docile. Là je dis ok, de toute façon c'est rien, moi je vais rester à la maison. J'ai bien compris que non. Donc ils me disent on va s'inscrire. Donc on tombe sur Lyon 3 à la première fac. Bien évidemment c'est blindé, mais de toute façon moi, comme je connais pas les facs, hop. Et ensuite on va à Lyon 2. Quelle chance j'ai eu! Une faculté ouverte d'esprit où j'étais pas encadré parce que moi le lycée ça m'a gavé d'être encadré. Si effectivement pour tous ceux qui nous écoutent vous préférez être encadré, il vous faut effectivement une fac qui encadre ou une prépa, mais moi je voulais la liberté, ce truc mais de liberté de pouvoir faire ce qu'on veut sans trop empiéter sur les gens. Mais la fac Lyon 2 me l'a permise parce que j'ai pu gérer mon temps comme je l'entendais. C'est-à-dire que si je voulais pas aller en cours, j'y allais pas. Par contre je travaillais doublement à la maison parce que j'avais mon rythme de travail, ce qui me permettait de réussir, parce que j'étais capable d'enquiller énormément et d'aller chercher ce qui me manquait et tout ce qui va avec. C'est parce que vous aviez une motivation au fond de vous. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une grande liberté la fac. On sait sait bien ce qu'il y a de certains pire. s'y perdent parce que c'est ça, parce il faut la gérer. C'est ce qui est le plus difficile, je pense. Avoir cette liberté, mais pour tout le monde, et de se dire qu'on se met des barrières de chaque côté, parce que pas pour se dire que c'est pas bien l'anarchisme ou quoi que ce soit, mais pour se dire qu'en même temps, la meilleure liberté, c'est celle qu'on se fixe en fait. Et ça nous permet de progresser, parce que sinon ça part à volo n'importe comment, c'est le bordel. Et je le sais, je suis bordélique de nature. C'est pour ça que je le dis et que je travaille depuis des années. Ce qu'on disait à un moment, c'est que dans ce cadre de l'éducation plus tard, c'est que je me force absolument à rentrer dans la doxa, enfin dans la norme et dans les règles, parce que pour moi c'est un aboutissement, vu que naturellement c'est pas possible. Donc c'est extrêmement important et en plus règles font communauté et communauté grecque, etc. Travailler en communauté, enfin vraiment dans un ensemble, une société, c'est hyper important. Là tout s'éclate de partout, mais faut pas chercher bien loin pourquoi ça va mal. C'est parce qu'on est infoutu de se remettre ensemble et de discuter avec son voisin. Oui. Et vous êtes un grand philosophe, monsieur Charnet. On va suivre vos conseils et moi je partage tout à fait ces valeurs-là. Donc là on est à la fac. Donc, je pense que cette période elle a été aussi émaillée de peut-être quelques moments, on va dire, de perdition. Ah très bien, comme le film de Guillem. Voilà, comme le film de Guillem. Alors avec quand même à côté, moi je veux quand même qu'on parle de ce chant lyrique. Et la peinture. De la peinture, qui sont quand même des activités où quand on vous connaît, on a un peu du mal à vous voir dedans. Et finalement, vous avez... Alors, je finis la fac en 2 secondes. Ouais, je finis la fac en 2 secondes et puis après on bascule. Donc fac, je fais toutes mes années, etc. On y reviendra après, tout se passe bien. Et mon trou de mémoire, donc fac, donc je prends lettres classiques, c'est-à-dire latin, grec, je prends une grosse option, qui est même plus une option, c'était histoire des arts, et ça me plaît énormément parce que ça marie plein de choses qui sont la culture sauve le monde, de toute façon, point. Et il y a un truc, alors je ne sais pas si je le regrette, je me suis beaucoup posé la question,
Je pense que non, parce que de toute façon, c'est passé. En fait, et ça sert strictement à rien, mais se dire l'idée du possible, en fait. Un jour, je suis en 2e année en faculté et j'ai une des références en fait, du milieu linguistique grec qui s'appelle Monsieur Basset qui vient me voir et qui me dit Olivier, est-ce que tu veux prendre en charge les premières années pour la conjugaison grecque? J'adorais, c'était logique, ça se construisait. Et là, à la grosse panique, qu'est-ce qu'il fait Olivier? Bah, il dit non. Ça aurait changé ma vie, j'en suis conscient. Mais je pense, je sais pas, mais là je suis tellement heureux de pouvoir faire ce que je fais là, je sais pas, mais c'est impossible qu'il y Vous aurait... seriez sans doute arrivé d'une autre façon. C'est ça, Ouais. voilà, donc bref. Et donc ça se passe bien, et pour la maîtrise, avant de rebasculer sur le côté artistique parce que je fais ma liaison, j'avais présenté comme sujet, c'était Carmen d'Opéra de Bizet, et les rapports avec la tragédie grecque, parce qu'il y en avait même au niveau musical, avec le mode hippolydien et tout ça, et justement le côté tragique qui rentrait dans les deux cas. Et là, il galère pour me trouver un directeur de mémoire, et parce que personne ne veut prendre ce truc-là qui est multi-chemin de traverse. Donc finalement, je me retrouve avec une prof de littérature comparée qui me le valide en lettres classiques, et il galère vraiment. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il m'offre la possibilité ultérieurement de participer à un colloque à Aix-en-Provence, dans le cadre du festival lyrique, sur Idoménée de Mozart et les rapports de la symbolique de l'eau. Et franchement, c'est ma première participation à un colloque, donc évidemment je stresse, mais je suis très content de pouvoir transmettre. Et justement, ça commence à venir. On va revenir justement à l'art. Oui. Et pas au cochon. J'adore mes blagues, en fait, elles sont Non, tellement mais catastrophiques. Oui. Voilà, moi, on peut s'en passer aussi. On dirait mes élèves. Voilà, oui, je pense que les élèves pensent ça aussi. Alors, voilà, donc ces deux passions, on peut dire ça? C'est ça, le chant le chant 16 ans. Alors j'ai toujours un problème parce que j'ai pas regardé le CV, je me souviens plus, mais je crois que c'est effectivement tôt. Je me souviens, mes parents me trouvent en rentrant, peut-être fin de 3e ou seconde, un truc comme ça, en train de hurler ACDC dans le salon avec les bas-plafonds. Oui. Évidemment, ça pose problème. Au chant lyrique, il y a quand même... Ça, c'était avant, ouais, c'est ça. C'était avant. Ouais, c'était avant. Et là, je vois un regard d'incompréhension catastrophée. Ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, ma mère a une très bonne idée, elle dit « Je vais t'emmener faire du chant, tu vas aller faire du chant ». Et moi, je m'imagine tout de suite avec un micro à la Rammstein, Metallica ou tout ça. Et en fait, j'arrive chez une dame un peu âgée qui fait du chant lyrique, c'est-à-dire du chant d'opéra. Alors comme je suis un peu docile, je dis « Ok, on y va », mais je renacle un peu, hein, parce que genre, c'était pas du tout mes ambitions. Moi, je voulais faire… Enfin bref. Et finalement, visiblement, j'ai une voix. Qui sort, enfin une voix intéressante. Je confirme, au collège, on vous entend. Ouais, ça braille tout le temps donc. C'est exactement ça. Et donc elle me coach, je prends des cours particuliers grâce à mes parents. Elle a un très grand cœur à Roanne, parce que c'est la compagnie Myriam Jean, enfin c'était puisqu'elle est terminée maintenant. Et elle venait de l'Opéra Garnier à Paris, elle était donc rejoindre sa famille, enfin son père à Roanne. Et elle monte une compagnie lyrique avec plein de gens, parce que le chant, mais ça marche toujours dans les choralia ou toujours. Ah, oui. Et donc, en fait, elle monte des opéras et elle fait venir des pointures, hein, vraiment du monde entier, qui chantent dans le monde entier, qui donc ses connaissances, ses amis, qui interviennent et qui mettent des rôles dans des spectacles professionnels ou semi-professionnels, parce que nous, on est choristes amateurs, et donc au Théâtre de Roanne, et ça donne vraiment quelque chose de grand. C'est mes premières participations à des spectacles, en fait, à ce moment-là. Et ensuite, par exemple, on joue avec l'Opéra de Vérone qui se déplace, et on fait Faust, en fait, c'était fantastique. Et je rencontre des gens, je pense à la famille Ravachol, par exemple, qui sont formidables, sont gentils, enfin, dans ce cadre-là. Et après, j'ai droit à des seconds rôles, parce que visiblement je travaille un peu, que ça se passe bien, et je comprends bien que le métier du spectacle, en tout cas celui-là, c'est un métier qui demande énormément physiquement, parce que chanter, tu peux perdre 2 à 5 kilos par spectacle, hein, vraiment c'est un truc extrêmement physique. Une hygiène de vie très stricte. Tellement, ouais, c'est un truc de sportif de haut niveau. Ouais. Et là, je commence à me poser des questions en me disant, est-ce que je suis prêt à enquiller une vie comme ça? Surtout qu'en fait, ils sont toujours en déplacement non-stop, et moi je suis quand même un sédentaire, parce que j'ai besoin d'avoir vraiment un endroit pour me reposer, parce que… Et puis vous êtes toujours étudiant à cette époque-là. C'est ça. Et c'est vrai que… Alors, le côté étudiant, pour moi, ça coule en fait. Hein. Mais là, c'est vrai que ça commence à devenir plus complexe, le chant en tout cas, parce qu'on me dit, bon, peut-être le conservatoire, peut-être bidule. Il y a le solfège qui pêche un peu, parce que j'ai fait 4 ans de piano de jazz, et je trouve ça sympa par l'improvisation, mais le solfège, c'est pas mon copain. Parce que ça me fatigue, parce que c'est pareil, il y a une question de logique et tout ça, et parce que j'ai pas l'oreille sans doute qui va avec, j'ai un problème de rythme. Donc je travaille un peu, mais pas tant que ça, ou pas suffisamment.
Donc j'arrive à compenser par du par cœur, etc. Puis à un moment, j'ai la boule au ventre non-stop avant d'entrer sur des seconds rôles. Puis en plus, avec des gens de l'Opéra Bastille ou assimilés qui viennent chanter, à un moment, l'erreur, c'est moyen, quoi. Donc, est-ce que ça correspond aussi à cette période de vie dont vous dites j'y qu'elle a viens, été j'y viens sur le difficile, chaos. et Sur le je chaos, pense que ouais. ça correspond aussi à Je pense aussi, cet ouais. arrêt du chant lyrique où c'est concomitant. C'est concomitant, ouais, c'est ça. Par contre, je vais continuer pendant cette période le dessin. Oui. Parce que la peinture, parce que ça, on y reviendra. Et donc, le chant lyrique, il va se terminer à un moment, c'est-à-dire quand je deviens prof véritablement, j'arrête le chant lyrique parce que je ne peux pas tout faire, en fait, à un moment. Et que j'en garde un très bon souvenir. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup, j'ai fait des masterclass. Enfin, on a fait des trucs à l'Opéra éclaté, à Saint-Céré, dans des chœurs. Enfin, je vois beaucoup de choses en spectacle. Ça m'intéresse et surtout, je la remercierai beaucoup, ma prof de chant, parce que elle m'a permis de gagner en confiance en moi. Ce qu'on tâche de faire d'ailleurs tout autant dans les projets qu'on mène, où nos élèves, effectivement, après 1 an ou 2 ans, arrivent, et je le vois parce que je l'ai vécu, et je me revois comme eux, en fait, en train de dire « Ah, mais oui, ça va mieux ». Oui. Et on a plus confiance sur scène parce que même si on se met un masque parfois, on se dit peut-être qu'on vaut quelque chose. Et donc à côté de ça, moi je fais du dessin, je dessine depuis vraiment tout petit, c'est-à-dire que ce soit Super Mario Bros au début parce que ça m'éclate, mais même les dessins, j'aime bien parce que c'est une manière d'exprimer les choses. Hein. Et je copie, c'est vraiment purement la mimésis totale. Et après un moment, Picasso me parle. Au-delà de Picasso, parce qu'il y a des structures, ce que j'aime, et donc je vais faire quelque chose de plus structuré, c'est vraiment les motifs géométriques, la construction, en fait, la construction du monde, puisque moi-même dans mon monde intérieur. Sur des grandes surfaces, si j'ai bien compris. Ouais, du 3 par 2 mètres, bien sûr, ça m'éclate. Et j'adore les dégradés de couleurs, parce que comme je suis daltonien, j'adore les couchers de soleil ou les levées de soleil, plutôt couchés avec le rosé qui va sur. Enfin, c'est tellement beau. Et les couleurs, en fait, pour moi, elles jouent entre elles. Et quand je fais mes dégradés, je mets des couleurs, je les juxtapose avec des traits noirs. Tout est construit en miroir et compagnie. Je calcule, je trace et j'illustre l'Ancien Testament, la mythologie, à travers des choses qui sont déstructurées un petit peu, mais pas tant que ça. Et donc quand je perds ma couleur, c'est la misère totale parce que je ne peux pas retrouver, je suis daltonien. Donc je suis obligé de redémarrer sur des surfaces immenses, c'est beaucoup de taf. Mais ça me tient parce que ça me permet d'avoir ce dont on parlait au début sur les maquettes, de se reconcentrer. C'est ça, de concentration, voilà, c'est vraiment formidable. Et donc ça aurait pu être sur des petits volumes. Et vraiment, ça aurait, oui. Mais voilà, c'était peut-être trop... Non, parce que je voyais grand, parce que j'étais bercé aussi dans mon enfance, parce que fils unique et tout ça, donc je pense que c'est... On sait que vous voyez grand, on voit bien la hauteur des projets que vous menez, et l'amplitude qu'ils peuvent prendre, si on ne vous réfrène pas. Ouais, la taille des gradins, si on les freine pas. C'est ça. Voilà. Et donc, ces années de fac, alors, c'est on goûte à tous les interdits, loin de papa-maman. Ouais, c'est ça. Donc, c'est l'époque de mon premier amour, donc ça dure 3 ans. C'est vrai que je vais plus trop à la fac parce que j'ai d'autres choses à fouetter. Oui, c'est ça, et c'est tellement formidable. Voilà, c'est ça. Donc je suis totalement amoureux, mais dans l'unicité. Et comme vous ne savez rien faire à moitié, c'est terrible. Du 100%. Ah, c'est terrible. Voilà. Mais donc avec 2 visions antagonistes du monde, parce que c'est un classique. Donc, les contraires s'attirent. Ah, terrible. Donc avec des heurts qui vont avec et tout ça. Enfin, bref, ça se passe. Et à la fin, les choses se terminent. Parce qu'elle se termine du fait de mon non-engagement aussi, parce que ça ne me convenait pas. Et donc je me fais plaquer. Et là, c'est la descente aux enfers. Parce que avec le surinvestissement, c'est de l'amour, c'est de l'endorphine, c'est de la drogue. Et il y a un moment, il fallait compenser. Terrible. Donc je sombre doucement dans la drogue. Mais alors doucement, parce qu'après, ça croît énormément. Ça commence par le cannabis, mes pauvres parents, parce qu'en fait, parce que je suis costaud, en fait, je suis hyper actif. Donc, pas de médicaments, j'en sais rien, mais bon, je suis actif. Ce qui me permet en fait de mener tout le truc de front et de camoufler un peu tout ça. Donc ça commence par du cannabis. Ça permet aussi, ça permet d'avoir des gens qui reviennent autour de toi qui ne sont pas des vrais amis en fait. Et ça, on croit toujours dans ces cadres-là que en fait c'est des amis qui sont avec toi dans la défonce, mais c'est des conneries. En fait, c'est simplement des parents. Parce qu'on sait aussi l'aspect financier, merci papa, maman, parce qu'ils se disent mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et ils veulent pas que je sombre dans la drogue, sauf qu'ils financent ça sans le savoir au début. Et donc ils prennent un prêt. Donc là, bonjour papa, bonjour maman, je m'en veux. Je suis bien conscient des choses. Je vous remercie énormément, nickel. Donc j'en suis sorti, ce qui est bien. Donc pendant 1 an et demi, c'est vraiment la descente. En plus, à l'époque, il le coupait au crack, donc je me souviens, mais c'était vraiment hyper mauvais, mais c'était tellement difficile. Donc je me souviens en train de faire les allées, mais ça pouvait être 8 km en patin roulette parce que j'en faisais au fond de Lyon pour aller chercher le shit, enfin la boule du monde quoi. Et là, on a Laetitia qui arrive. Ouais, c'est ça. Et donc j'en suis à 25 joints par jour, c'est énorme. Puis on côtoie des gens qu'il ne faudrait pas côtoyer à un moment, sincèrement.
Donc, et puis surtout l'addiction au shit, c'est vraiment une catastrophe. Enfin, même à l'herbe. Et en fait, on dit non, etc. Mais c'est des conneries. Elle est psychologique. Je commence à faire des bad trips aussi, vraiment les suées, les sales rêves et compagnie. Je me dis, waouh, comment je vais m'en sortir? Et ça, ceux qui ont connu ça savent très bien qu'à un moment, tu veux t'en sortir, mais tu vois, t'as pas la force, en fait. Et tu attends que quelqu'un vienne le faire, tout en sachant que s'il vient t'aider, tu diras non. Et c'est l'enfer. Donc là-dessus, Laetitia arrive. Elle me dit, ben c'est moi ou c'est la drogue. Enfin, elle dit pas ça comme ça. Elle me dit, tu es responsable en fait de tes choix. C'est vraiment ça. Et j'entends cette responsabilité ou cette liberté qui a été aliénée, hein, j'en suis d'accord, hein, mais parce que c'était tout perdu, etc. Et que personne n'est parfait. Hein. Donc là-dessus, ben, je réfléchis et je dis oui. Et donc je brasse tout ce petit monde. Donc on brasse avec délicatesse parce que le monde qu'on côtoie, c'est pas le même que dans la vraie vie. Vous faites le vide autour de Ouais, vous. ça pique un peu. Et puis même moi, je me dis ouf, ça va être chaud, donc ça passe. Donc là, j'apprends que finalement j'ai mon concours de prof en même temps. Donc je pars à Saint-Claude dans le Jura. Et là, c'est la période de sevrage et l'enfer. Donc je vais chez le médecin, il me file sous anxiolytique. Je passe des nuits blanches mais tellement monstrueuses et donc je compense par le surinvestissement au niveau du travail parce que sinon quand tu dors pas ou quand tu es en train de transpirer, etc. et je mets un temps mais tellement long et encore ça reste on va dire une drogue douce, on va relativiser hein, mais ouais c'est fou. Et surtout quand même un environnement très sympathique parce que le Jura, c'est aussi sans doute possibilité d'aller vous aérer l'esprit. Ah non, c'est la catastrophe là. Catastrophe. Ah non, c'est la catastrophe. Avec, non, mais c'est bon, j'arrive avec mon camping-car parce que bien sûr, je suis muté du jour au lendemain. Donc je passe quelques jours dans le camping-car. Je trouve un autre prof qui est prof d'histoire géo qui dort sur le banc lui-même dans le parc à côté. Donc on décide de prendre une colocation pour faire prof, c'est toujours très festif. Et donc Saint-Claude, c'est très joli autour. Saint-Claude, c'est sympa. Donc je suis dans une grande cité scolaire, c'est cool. J'ai des secondes en responsabilité et puis des sixièmes avec tuteur. Et je prépare mes cours, je travaille comme je peux. Je dois avoir 22 ans, un truc comme ça. Mes élèves ont parfois 16 ou enfin des secondes et compagnie. Je tâche de les accompagner comme je peux. Je les emmène décrire un paysage un jour, le même sous la flotte le lendemain. Visiblement, ça leur parle. Voilà. Donc on est créatif. Et à la fin de l'année, je me dis pourquoi pas continuer. Et donc je continue, et donc la vraie mutation, et cette fois-ci c'est à Lamure-sur-Azergue, dans le Rhône, donc je me rapproche. Et là j'ai une quatrième, dont je ne suis pas PP mais je suis le professeur principal, mais j'ai une quatrième, et du latin et pas de grec, encore du latin, c'est tout. Et là c'est les tranchées, comme on peut l'imaginer, c'est vraiment ce qu'on peut rencontrer en ZEP, etc. Pas dû à l'internat social qu'on avait, où on avait les caïds de Vaud et de Vénissieux qui étaient mis au vert, mais c'était pas du tout le problème, justement, c'était intéressant parce qu'ils avaient besoin d'avoir un cadre et de l'attention. Non, c'était les petits ruraux, parce qu'il y avait une classe particulière. Et je suis martyrisé totalement, c'est-à-dire les boulettes dans le dos, les insultes, enfin l'enfer. Alors il y en a quelques-uns bien sûr qui me disent « tenez bon monsieur, je les adore », etc. Laetitia elle me dit « bon, maintenant que tu es lancé là-dedans, tu continues, tu tiens ». Et je la remercie énormément parce que je tiens, mais à un moment j'ai 15 000 fois envie de démissionner, quoi. C'est l'enfer. Et les collègues ont été des Aucune aide, Non. sauf un. Et c'est vrai que c'est donc un qui me prend il est sapeur-pompier, c'est Renaud Gratier de Saint-Louis qui est toujours d'ailleurs je crois au collège de la Haute-Azergue. Il me prend sous son aile, lui je lui dois mais tellement pareil, les bons conseils, tellement. les erreurs à ne pas faire C'est quand ça, on et puis il en arrive. extrait 2-3, puis j'apprends beaucoup parce que il voit bien, je pense que ce côté pompier, aide et compagnie aux autres, nickel. Donc la première année c'est mort, la deuxième année il me file des sixièmes et je les en remercie aussi parce qu'ils ont bien compris que sinon c'était la panade. Ça se passe très bien avec les latinistes, on commence à faire des projets avec 3 bouts de carton et 2 bouts de tissu qui étaient les tragédies en texte antique en latin. Et donc on avance doucement, puis je commence à faire mon trou là-bas. Et je fais toujours mes allers-retours de Lyon, parce que j'étais sur Lyon à l'époque, Lamure. Et à un moment, je prends un appartement pendant 1 an. En fait, je pense que j'ai même pas tenu 1 an. Je suis reparti à Lyon parce que ça ne me convenait pas. Et après, donc, on fait des choses en fait. Et comme c'est un milieu rural, ce qu'en fait j'apprécie énormément maintenant, je pense que c'est ce qui m'intéresse énormément, c'est qu'en fait ils ont peu d'accès
surtout à la d'accès mur, à la culture, Mm. c'est ça. Donc je fais venir du théâtre, le théâtre des ateliers d'ailleurs avec Boucherie de l'Espérance de Kateb Yassine, parce que c'était vraiment sur le côté migration, sur le côté accueil de l'autre et de la différence. Donc c'est vrai, dans un milieu rural comme ça, aussi éloigné, ça pique un peu, mais ça fédère. Donc c'est bien. À la fin de la première année d'ailleurs, avant celle-là, je me retrouve avec, c'était l'époque où devait sortir Roméo plus Juliette, le film, et moi j'avais fait Roméo et Juliette, justement, ça devait être avec les quatrièmes, et je leur avais dit, etc., je leur ai montré comment ça marchait, je leur ai dit, génial, en plus, le Roméo plus Juliette, il a le texte en anglais dont ils se sont inspirés, le texte de Shakespeare, avec une traduction, je leur montre ça, et en plus, c'était l'époque où il y avait une télé, il n'y avait pas de vidéoprojecteur encore, et j'amène mon ordinateur et je projette, c'était les premières fois, en fait, où on pouvait projeter des films en collège, quoi, ça se voyait pas, donc là-dessus, je fais venir ma classe, puis d'autres, etc., et c'était les soirs ou les après-midi en fin d'après-midi quand il fallait occuper tout ce petit monde. Et donc je leur montre tout ça, je commente en plus déjà. Et là-dessus, il y en a qui commencent à brasser, toujours les mêmes de ma classe difficile. Là, tu as un caïd de veau qui se lève, c'était pas un petit. Et là, lui aussi, je le remercie énormément, je ne sais pas s'il se reconnaîtra. Il leur dit, mais vous avez fermé vos gueules, vous ne vous rendez pas compte que vous avez un prof excellent. Et là, donc je pleure pas parce que je suis fort. Ok, mais quand même. Les autres, ils ferment leur gueule. Et un petit de 15 ans me légitime. Waouh. Oui. Bien. Donc après, je me dis nickel, donc je vaux quelque chose, parce que le doute toujours, wouhou, c'est la fête. Et donc je continue à faire cours, et puis je me dis, tant qu'à faire, parfois, quitte à être moi-même, autant être plus fou qu'eux. Et je me dis, bon bah nickel, on va être plus fou qu'eux, ça va marcher, ça marche d'ailleurs. Je crois que ça ne me demande pas trop d'efforts par rapport à mon tempérament naturel. Non, mais voilà. Donc après, sur la mur, donc beaucoup de donc projets. Donc c'est bon, ça se passe bien. Voilà, Ouais. et vous y restez 4 ans. 4 ans. Ouais. Et ensuite, la mutation pour Eh Chazé. ben, la mutation, je la demande sans savoir parce que ma principale de l'époque me dit, Monsieur Charnet, il va falloir peut-être envisager autre chose pour votre carrière. Moi, je lui dis, je suis bien, je déneige le matin quand j'arrive 20 minutes avant, il y a 30 cm, c'est cool, on fait ça avec la pelle, c'est bien. Je prends un accent qui n'est pas du tout celui-là, ok, on est d'accord, mais j'adore ça. Les gens de la mur ne nous en voudront pas. Mais non, parce que j'adore ça et j'adore faire les accents. Et encore, je me tiens depuis tout à l'heure parce que oui, j'ai envie de faire plein d'accents différents. Non. Et donc, elle me dit, ouais, ok, donc muter. Voilà. Donc je lui dis, ok, je mute. Et je tombe sur Chazé d'Azergues, que je pensais même pas avoir. Je l'avais mis en premier parce que ça me paraissait à peu près potable, tout ça, au niveau trajet, en fait, surtout. Et donc, je mute à Chazé. Et quand j'arrive, ça devait être. Alors, moi, les dates, waouh. Bref, j'arrive, 2008 peut-être, je sais pas. Et j'arrive à Chazé et c'est un autre monde. C'est un autre monde parce que la catégorie socio-professionnelle permet... Là, les élèves ont accès à la culture. Ah, tellement. Et puis, mais peut-être à une forme de culture, pas à toute. Pas à toute la culture. Et alors après, c'est différent parce que je me souviens de notre internat social qui était à la Mure, par exemple. On avait des mômes qui étaient blessés, mais vraiment blessés psychologiquement, qui se jetaient contre les portes la nuit parce que c'était très compliqué d'aider. Et là, je me retrouve dans un autre monde où effectivement, déjà, il y a moins de souffrance apparente. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Oui, c'est ça. Et ils ont ce bagage culturel dans lequel moi j'ai pu grandir, parce que mes parents en fait viennent d'un milieu qui est ouvrier, voire moins qu'ouvrier. Donc ils ont grandi dans cette idée de la République à l'époque qui permettait justement d'obtenir une place. Et moi, en tant que prof, je satisfais d'une certaine manière à minima à leurs espérances, c'est-à-dire je fais ni plus haut ni plus bas, mais en même temps, ça passe. Donc, à Chazé, je me retrouve avec des catégories socio-professionnelles plus élevées, mais en même temps, ayant ce même bagage. Donc, je peux faire cours. Et le premier sentiment que j'ai, c'est je peux faire cours avec eux, mais du vrai cours, c'est-à-dire des traductions, tout ça. Et ça tourne bien, ça tourne pas mal jusqu'en 2012, où là, je commence à m'ennuyer. Et surtout, ce qui est bien avec les jeunes, c'est l'idée de transmission, parce que c'est pour ça que quitter le métier, je voudrais faire les deux, on y reviendra plus tard sur la vidéo, mais je sens avec eux ce qui se passe dans le monde et ils donnent toujours plein d'indications sur les nouveaux modes de réseau, les nouvelles modes, c'est très intéressant justement. Donc ça vous bouscule dans vos pratiques pédagogiques? Ouais, je les suis en fait, oui. Ou je les anticipe par certains moments parce que je sens vaguement un petit courant et je commence à changer en me disant je m'ennuie, c'est sympa de faire cours, subjonctif j'adore, mais et puis la grammaire pour moi c'est tellement l'éclate parce que c'est de la construction du monde, la construction de la langue. Et je me dis génial, on va changer. On va faire des trucs un peu fous. De toute façon, je suis en lettres classiques, je veux dire, tout le monde estime que je suis la 6e roue du char et que j'en fous pas une, etc. Donc, je veux dire, tant qu'à faire, autant y aller, on va faire des projets. Et là-dessus, je dis, ok, on va monter des pièces de théâtre, parce que le théâtre, c'est un peu la vie quand même. Et donc là-dessus, pareil, je déploie plus ample avec ce que j'avais expérimenté à la Mure, donc avec des masques peints par les élèves. Enfin, je veux leur faire réaliser des trucs pour avoir un vrai objectif concret à la fin.
Donc ils apprennent les textes, on répète, etc. On prend les heures de cours pour ça, enfin pas toutes, mais en tout cas, mais une partie. Puis Et les vous soirs. savez vous faire accompagner de vos collègues en Non. art plastique Alors, ou... non, perdu. Pas du tout. Pas encore. Pas Là, encore. beaucoup Vous plus tard. Non, je travaille vous seul. faisiez peur. Bah, personne ne veut travailler avec moi. Mm. Donc moi, ça me va en même temps parce que je suis un solitaire, comme je l'ai dit, donc on se débrouille. Mais après, c'est vrai que là, pour les projets plus amples, mais c'est tellement merveilleux. Mais il m'a fallu aussi un temps de travail sur Pour moi-même. pouvoir déléguer, accepter, Ah, de on laisser on faire avait aux beaucoup autres. parlé en première année où on s'est rencontrés. Mm. Et c'est dur parce que j'aime bien effectivement avoir le contrôle sur les choses parce que je sais où ça doit aller en fait et ce que je veux. Et il faut que j'ai appris en fait à avoir dans ce trajet en fait direct, à avoir cette marge sur les côtés qui permet, on va dire, de serpenter pour obtenir des choses, voire des meilleures choses en fait, Oui, oui. mais d'avoir toujours cet objectif fonctionnel. Mais vous savez aussi Vous entourez? vous entourer des bonnes personnes avec chacun, et moi je le vois au collège, où c'est pas anodin, les personnes avec qui vous travaillez. Chacune, Oui. à leur façon, apporte quelque chose qui vous manque peut-être. Oui, tout à fait. Le cadre, la rigueur, L'organisation, le côté pratique, l'organisation, l'aide, enfin, voilà, toutes ces petites choses qui mais qui vous sont font tellement un peu essentielles. défaut. Ah ouais, mais Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, oui, vous avez fait ce chemin d'acceptation, c'est ça. de dire, ben, moi, c'est peut-être mes petits bémols, mes petits maillons faibles. Je râle encore un peu parce que vous me connaissez. Ouais. Non, mais Je vous oui, remercie on sait beaucoup que ça les ne se garçons et fait les pas filles sans qui m'accompagnaient. souffrance. Ouais. Et qu'elles ont, parce que c'est beaucoup de femmes, Oui, c'est vrai. elles ont beaucoup de patience. Et Oui, je je les en profite de cette remercie vidéo pour les énormément. remercier. Ah, Je mais pense moi que aussi. vous pouvez en faire Ah autant. oui, merci beaucoup. Mais c'est vrai Voilà. que je m'entoure. Mm. Alors, étonnamment, je m'entoure de beaucoup de femmes pour ces projets pédagogiques-là, scolairement. Et à côté, dans tout ce qui est Vos passions. l'audiovisuel ou l'archéologie expérimentale ou les suivis de patrimoine, et encore que c'est varié là, c'est généralement en grande majorité des Oui, garçons. mais parce que c'est aussi un milieu plus masculin. C'est possible. Mm. Ok, Je mais pense moi ça me aussi. dérange pas. Enfin, Oui, oui, j'aime non, l'idée non, mais qu'on on puisse voit brasser, bien mais que- c'est oui, vrai que oui. Et après, quelque chose qui m'importe vraiment, c'est cette idée de justice. C'est-à-dire que je refuse. Alors après, si ça match, c'est tant mieux. Hein, mais je refuse de prendre quelqu'un parce que c'est un ami, alors que quelqu'un d'autre a des compétences en face. Je prendrai la personne qui a des compétences. C'est pas l'affectif qui l'emporte. Ah non, non, ça doit pas être l'affectif. Ça doit être la compétence, ça doit être les Parfois, gens. c'est difficile. Parfois c'est difficile, mais si tu veux mener vraiment un projet à terme, bien il faut sûr. prendre des gens compétents. Ouais. Et là, j'ai monté Intercycle, qui était l'association, la première association où j'ai fait toutes les vidéos, etc. Et j'avais une association. Effectivement, j'ai pas forcément pris tous les gens par leurs compétences, mais parce qu'il fallait faire quelque chose. Ça a bien marché à un moment, puis à un moment ça s'est cassé la gueule pour ça. Maintenant, je sais que je choisis. Oui. Précisément ce que je veux, mais au début, c'est comme pour toute boîte qu'on monte en fait. Au début, il y a des heures, ça me semble normal, c'est l'expérience. Oui, et puis votre expérience, elle sait aussi de quoi vous avez besoin Oui, et de maintenant. quoi ouais. vous pouvez vous passer ou de qui. Donc, C'est vrai, c'est juste, Ça, ça permet de faire des choix plus éclairés. Ouais. Donc là, on est sur, on voit bien l'enseignement avec des méthodes pédagogiques qu'on peut peut-être un peu faire grincer des dents, Oui. peut-être éveiller la curiosité de certains qui sont Oui. peut-être après venus vous voir. Les parents. Les Qui parents, sont très contents oui. parce qu'ils viennent me voir et parce qu'ils trouvent ça Ouais. formidable, parce que leur môme, mais j'en ai pas conscience à l'époque, c'est trop tôt pour moi parce que j'ai pas encore suffisamment réfléchi sur le monde, viennent me dire que ça a changé la vie de leur môme, mais pour moi c'est tout spectacle quoi. Et après avec le temps maintenant je me rends compte qu'effectivement oui. Oui, mais bien sûr, parce que Ouais. moi je vois régulièrement le soir des élèves qui attendent, des anciens élèves qui attendent devant le collège et C'est vrai, je vous remercie 90 chances sur 100, c'est on attend Monsieur Charnet. Parce qu'ils savent que vous sortez un petit peu plus tard, que vous êtes là tel jour et ils ont besoin de venir vous faire partager leur expérience. Alors, pas forcément pour avoir votre approbation, Non, c'est mais vrai. un peu pour vous dire, raconter. voilà, grâce un peu à vous quand même, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est un beau message qu'ils viennent vous transmettre le soir. je Moi, sais, je les trouve remercie ça assez beaucoup. touchant. Oui. Et ils viennent longtemps. Ça peut durer des heures. Enfin, à un moment, il faut rentrer Alors, manger et dormir. hein. Ils viennent longtemps sur le temps, mais ils viennent aussi longtemps dans le temps. C'est-à-dire que ça fait des fois 3, 4, 5 ans qu'ils sont partis du collège et ils viennent encore. À un moment, vous n'étiez pas là. On faisait des goûters. Parce que j'avais le latin pour les 5e. Ouais, salut Clément. On faisait des goûters. Clément, On faisait des goûters de 4 à 5 le vendredi parce que c'est leur maudite où on colle toutes les options parce qu'il faut bien les mettre quelque part. ben oui. Et donc j'avais les 5e et c'était l'époque où le collège était ouvert, t'avais pas de terrorisme, enfin il y en avait mais pas Ouais. comme ça, donc on pouvait rentrer. Et tu avais les anciens élèves qui venaient avec des cookies, des gâteaux préparés. Et c'était au minimum 5. Et en plus, on faisait une partie course, c'est-à-dire qu'ils bossaient, et puis une partie goûter. Et donc ça a échangé. Et surtout, ce qui m'apportait, c'est que je faisais venir aussi les anciens élèves, même dans d'autres horaires sur leur créneau, dans les classes. Et on prenait une demi-heure, s'il fallait, pour qu'ils racontent leur vie au 4e, 3e, même 5e. Ça marchait, on s'en foutait. Et
les petits ils ouvraient des yeux comme ça en disant mais ça se passe comme ça plus tard. Et en fait, ça leur donnait un panel de choses que les grands faisaient et surtout des manières de transmettre, ce qui est important parce qu'ils avaient un peu plus de vécu. Et je sais que ça a beaucoup fonctionné pour les aider. Et je sais qu'une fois, par exemple, pour le goûter, pour y revenir, on s'est retrouvé à 25 élèves, anciens élèves, plus les 30. C'était ingérable. Donc après, j'ai mis le holà. Oui. J'ai dit on va rester à 5-6 parce que c'est pas gérable. Mais c'était Oui, vraiment oui. festif et tellement. Et là, voilà, là, familial. ça manquait de cadre. Ah, Mais parce que c'est tout à fait possible, on peut encore Oui. l'envisager aujourd'hui, alors Oui. bien sûr avec Plus des de- oui, vertus mais- pédagogiques derrière, et on n'en doute pas dans ce que vous racontez, mais c'est vrai que voilà, on peut le cadrer. Oui, on peut le Ça, cadrer. c'est quelque chose que vous avez appris, je pense. Oui, parce Au fil qu'après des ça années. déborde, c'est ça, à un moment c'est Voilà. stop. Et donc je continue le périple sur les pédagogies de projet. Donc au début, effectivement, sans avoir beaucoup de monde avec moi, si ce n'est les élèves qui, eux, je les remercierai tant. Mais c'est pour ça sans doute que, enfin, vous me suivez, je vous en remercie beaucoup d'ailleurs, et que vous revenez et que vous vous embêtez avec moi et avec mon truc caractériel sur les projets. Merci, mais c'est parce que il y a une sorte de fédération et je pense que j'aime ce que je fais. Et que si je peux vous mettre en valeur, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'était que en fait, je vois en vous ne le voyez pas forcément, ce que vous transpirez comme potentialité ou comme potentiel. C'est-à-dire que je vois que toi, par exemple, tu as plus ça en côté, on va dire, artiste, plutôt côté comptable, plutôt côté pratique, manuel, etc. Et je vous aide par ces projets à dire, vas-y, prends ta place, fais tes trucs, débrouille-toi, en fait. C'est ça que j'essaie de leur dire. Et après, effectivement, là, je suis d'accord sur le fait de changer le côté orientation ou leur vie, parce que ça leur permet de faire des choix. Il y en a beaucoup qui le font après ces projets. Salut Clément. Oui, c'est vrai qu'on voit plein de vos anciens élèves qui ont opté pour des filières qui n'étaient pas forcément celles qui Non, pas étaient du tout. envisagées au départ. Ouais. Mais grâce à vos projets, vous leur avez permis de mettre en valeur leurs compétences, qu'elles soient techniques, qu'elles soient de communication, et qui a un petit peu aiguillé leur chemin après. Et je pense que ça participe à leur réussite et puis à leur épanouissement surtout. Et ça, c'est important. Et je pense qu'un enseignant aujourd'hui, il se suis doit content pour au ça. moins ça. Ouais, je suis vraiment content pour ça. Alors, ces projets, c'est beaucoup d'organisation. Beaucoup Et de temps. Alors, oui, c'est vrai, d'énergie. Si, de Si, temps. ouais, c'est vrai. Ouais, beaucoup de temps, c'est hyper chronophage. Et en plus, généralement, j'aime bien faire les choses au mieux possible. Et là, je mets en place le système des roches, qui est celui de l'artisanat, effectivement, qui est le fonctionnement en tâches. C'est-à-dire en groupement de tâches, et par exemple, le plombier fait tel truc, le plaquiste fait tel truc, et ça se suit, c'est-à-dire que ce n'est pas concomitant forcément, et qu'on fait tac, 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 et ça c'est les chantiers, définitivement. Et donc j'applique ça. J'applique ça aussi avec tous les résidus de bois, de peinture que je peux récupérer avec les artisans de fil sur les rebuts. Donc hop, j'embarque tout. Ça fait plein de bordel dans une salle du collège qui maintenant est vide pour la restructuration, mais du stockage. Oui. Et après, on construit avec les élèves, ce qui fait qu'en fait, on a énormément d'apports. Parce que quand on a les idées mais pas de sous, il faut trouver les trucs. Donc on y arrive. Oui, mais puis c'est une belle école de la vie, d'arriver aussi à se débrouiller avec l'existant. Et puis justement de permettre, quand vous faisiez les constructions, moi je pense à des gamins qui n'étaient peut-être pas excellents en maths ou excellents en français ou qui n'avaient pas forcément un avenir dans les études longues, mais d'avoir touché un peu le côté artisanal des choses, c'est-à-dire juste, avec 2 morceaux de bois, je suis capable de faire quelque chose. C'est vrai. Et ben oui, C'est l'éclate. bien. Ouais, c'est Non, l'éclate. c'est l'éclate. Oui, c'est vrai. En plus, ça vous parle parce qu'en tant que. Mais oui, mais oui, j'ai ça dit me vous, parle. en tant qu'instit, bah oui, ancien instit, oui, on me connaît. Et donc, je mène doucement mes projets. Alors et si on peut en citer quelques-uns, Oui. là, des plus grands, parce que moi je ne les ai pas connus. Je les ai Alors, pas tous il y a connus. eu, dans les plus grands, je pense qu'il y a eu Les Oiseaux en 2015, je crois, d'Aristophane. Avant, j'ai fait des films. On avait fait une parodie de Troie qui était Kinder Troiae. Oui, que j'ai vu. C'est ça, oui. Qu'on traduisait en latin et donc on parlait latin et qu'on sous-titrait en français. Là, je fais l'inverse. Là, on fait une pièce sur le harcèlement qui est en français sous-titré latin parce que c'est compliqué de jouer sur une thématique du harcèlement. Qui est très moderne. Ouais, c'est ça. finalement, Si tu as la barrière de la langue, même si tu l'as apprise, il faut du ressenti dans ces choses-là. Donc, à la rigueur, on bosse en traduisant, en sous-titrant. Et donc, Les Oiseaux d'Aristophane, pièce intégrale, avec un Deus Ex Machina, c'est-à-dire une personne qui descend, c'est Salut Jeanne, avec un baudrier, parce que j'avais des élèves qui faisaient de l'escalade, des parents qui encadraient, etc. J'ai toujours intégré les parents, les artisans ou les artistes dans ces spectacles, sans doute dû à Madame Jean, ce que je voyais effectivement sur les constructions de l'opéra quand on travaillait avec elle. Et je les ai réappliqués là avec les élèves. Et toujours avec un truc ambitieux, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment qu'ils se dépassent et qu'on ait une production qui soit de qualité. Et effectivement à chaque fois ils ne déméritent pas, que ce soit dans l'humour ou dans la performance. Et ensuite on fait l'Énéide, alors 2016, ça c'est une période complexe de ma vie parce que entre la perte de mon chat qui était vraiment... il y a
enfin, il y a eu d'autres chats qui ont compté, mais lui, il y avait quelque chose de particulier. Donc c'est vrai que ouais, je vais quand même mettre du temps à m'en remettre à ce moment-là. Je perds 2 élèves aussi, une qui est assassinée et l'autre qui meurt dans un accident de voiture. Tout dans les 3 mois et putain, je pleure et puis j'en chie parce que la vie quoi, et que c'est dur. Surtout que comme je l'avais dit à l'église, ils sont pas censés partir avant nous, hein, je le rappelle. Donc bref. C'est une période difficile. Ouais, ça va. Ouais. Et les projets vous ont aidé à vous relever. Ah mais tellement. Ouais. Et donc je surinvestis là-dessus. On monte l'Énéide, qui est le gros projet qui a lancé tous les autres. Et Guilhem, donc, ouais, Guilhem, dont on parlera Guilhem, aussi, Arnaud, voilà. tout ça, effectivement, enfin, plein d'autres qui ont fait dans le théâtre aussi, enfin, je les vois tous là actuellement, et, sur Insta, parce qu'on peut se suivre justement grâce à Internet qui nous permet de faire ça. Et donc l'Énéide, c'était la vulgarisation du mythe de l'Énéide, qu'on remettra, c'est-à-dire qu'on rediffusera lors du Festival européen latin grec l'année prochaine, en 2023, puisque la thématique c'est l'Énéide. Et ces productions, généralement, je les fais toujours entrer, ou j'essaie en tout cas de les faire rentrer dans le Festival européen latin grec pour qu'il y ait un côté plus ample et qu'ils voient vraiment l'idée que ça rentre justement dans quelque chose qui n'est pas que scolaire. Oui, et puis aussi par tout ce que vous faites en termes de captation, d'enregistrement, de choses comme ça vous permet de garder une œuvre intacte. Ouais. Qui peut être reprise plusieurs années après. C'était mon but, ouais, de laisser cette trace-là. trace-là. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment. Se laisser la trace. C'est ça. Ouais. Alors, c'est laisser votre trace, peut-être aussi. Au début, je voulais. Maintenant, peut-être plus, parce que je fais des projets où j'intègre la mise en scène, où j'intègre vraiment la gestion de projet comme l'archéo. Mais avant, c'est parce que j'avais tellement croisé de profs, parce que j'aime bien aller dans les classes des autres pour voir ou dans d'autres collèges. Et j'avais tellement vu d'autres choses qui se passaient et qui étaient perdues parce qu'il n'y avait pas il y a rien, si ce n'est une trace courte. Et moi, je me disais, mais ces perles-là, il faut que les gens puissent les voir. Et c'était vraiment, c'était pas moi, c'était vraiment pour montrer ce qui se faisait. Et donc là-dessus, on commence avec, c'est la période de YouTube, enfin, qui commence à poindre. Et justement, on achète une petite caméra rouge, etc. Je vais l'acheter, tout ça, mon petit pied. Et on va tourner justement pour fixer ça. Et je sais que l'Énéide, donc on travaille énormément, c'est-à-dire même le soir jusqu'à 20h, 21h, on fait des trucs hallucinants avec du feu et des torches dans les catacombes, enfin, et on tâche du théâtre, du numérique, des jeux vidéo, parce que moi, tout ce qui est art peut être condensé dans de la performance, et je veux montrer de quoi ils sont tous capables. Et donc on fait tout ça, alors on n'arrive pas à le finir proprement, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui passent sous silence, parce qu'à un moment, on n'y arrive pas, il y a trop de taf. Hein. Et les conditions météo, par exemple, il pleut tout le mois de mai non-stop, on construit un bateau, on le fout sur la zergue, enfin plein de trucs rigolos, quoi. Mais ça les éclate, et moi aussi d'ailleurs. Et donc on fait un film, donc je sais qu'on passe un temps phénoménal tous autant à apprendre des rudiments du montage, à bosser chez les uns, chez les autres, chez les parents qui nous accueillent, pour tout ça, pour produire une œuvre en fait, cinématographique de 45 minutes, c'était quand même pas mal pour l'époque. Et donc elle est repérée par le ministère et par mon inspecteur aussi, M. Figuet, qui me permet justement de déployer ça et de dire que la pédagogie de projet, qui au début était prise comme un amusement, en fait, finalement, elle sert. Et moi, je pense vraiment qu'elle sert, c'est-à-dire qu'elle sert à leur faire découvrir beaucoup de choses sur la vie, sur eux-mêmes et sur la culture antique, parce qu'ils sont obligés de connaître l'œuvre pour comprendre ce qui se passe et pour le filage et pour savoir ce qu'ils font. Donc l'un dans l'autre, on y tourne, on tourne. Et c'est le moment concomitamment, en 2017, juste début, où je me lance dans l'archéo expérimental. C'est quelque chose qui a longuement attendu, mais je pense que j'étais pas mûr et j'avais besoin de gens. Et c'est ce moment-là où je commence à déléguer. Et je rencontre Fred Amardale, qui est prof de sciences d'ingénieur, qui était, en tout cas parce qu'elle est à la retraite, à la Martinière du Cher. Moi, je trouve que faire des alliances entre les collèges, la primaire, et assez génial. Puis on fait déjà ça avec Chasselet, avec l'Odyssée. On fait plein de trucs. On fait les Jeux Olympiques, où il y a 4 petits CM2 qui tractent un 4e, 3e. Madame Monjoie a des souvenirs. C'était formidable. Donc on est hyper créatifs. Mais on bosse, vraiment, c'est beaucoup de travail. Et puis on voit bien aussi ce lien, moi, que je trouve très intéressant, intercycle, c'est-à-dire on va chez les petits, mais on va aussi chez les très grands au lycée. Et vous arrivez quand même à emmener tout le monde, et notamment les enseignants, et c'est pas gagné ça au départ. C'est aussi votre côté fédérateur, votre côté empreint de dynamisme, on va y arriver. On va y arriver. De toute façon, on va y arriver. Ah mais clairement. Qui fait que je pense que vous emmenez les gens. Oui, c'est beaucoup d'énergie. Mais en même temps, ça... Qui peut agacer certains. Ah mais oui, mais bon, après, si tu veux pas, tu viens pas. Hein. Ça a toujours été ma politique, sinon je le ferai tout seul. Moins bien. Ah ben clairement, j'étais en train de penser que moins bien, mais je le ferai tout seul. Voilà, donc m'en fous. Et donc je rencontre donc la Martinière du Cher, donc je le rencontre à Amsterdam, c'était un voyage, un échange qu'on fait, et je trouve ça formidable. Je lui dis viens, on construit une arbalète automatique. Il me dit non, ça rentrera jamais dans le truc du bac. Alors il se fait tirer. Je dis viens, on va construire une arbalète automatique avec les terminales. Et finalement, donc on le présente. C'était avec M. Valette à l'époque, qui était le proviseur adjoint de la Martinière du Cher. Et lui, comme il était anciennement agrégé de net classique, je pense qu'il
il a une oreille attentive Ça à lui a cette parlé. idée-là. Puis il s'est dit, tant qu'à faire, au moins ça leur fera un projet pour les termes, Oui. hein, ils sauront quoi faire. Donc on se lance dans la construction d'une arbalète automatique, mais j'avais déjà tout anticipé en fait, hein, c'est-à-dire qui j'allais contacter, etc. Donc on contacte les gens qui sont à Grèce, qui sont spécialistes de tout ça. On contacte le musée de Saint-Romain-en-Galles avec Louis de Ouescar-Garwi qui était présenté par Jérôme Femme, c'est le musée gallo-romain, qui était un constituteur. On va voir le lycée aussi de Hector Guimard pour tout ce qui est la fonte du matériel, et les terminales font de la modélisation, on fait des tests. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire de la première ou de la deuxième mondiale. C'est-à-dire, si c'est de la deuxième mondiale, c'est la deuxième mondiale qui est vraiment hyper propre, c'est-à-dire qu'on a réglé les détails, ou de la première mondiale, ça n'a pas été fait, et là, c'est nickel. Et en archéo-expérimental, ce qui est cool, c'est qu'on va créer, qu'on va expérimenter, et je veux absolument le faire avec des lycéens, des apprentis ou des étudiants, etc. C'est pour ça qu'on construit ce polybolos en première partie, enfin en premier test, quoi. Ça se passe, il y a beaucoup de succès visiblement, et ensuite je décide d'embrayer sur la construction d'une scie hydraulique. Et là, je me souviens, j'avais rencontré Hugues Savegueras, qui était le conservateur du musée de Lyon, donc, il le dit d'ailleurs dans l'interview, et je lui dis bonjour, je veux construire ça. Il me dit, il a une tête sceptique, du genre, bien sûr, et là-dessus, il y a sa collègue qui dit, mais tu sais, Olivier, il va y arriver, mais tu dis, petite sceptique, et donc je contacte tout le monde, enfin, tous ceux qui avaient travaillé sur ce projet, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, etc., et en France, à Tours, avec Jacques Saigne, et on bosse beaucoup avec les élèves pour faire les plans, et surtout, j'ai une aide incommensurable, mais tellement merci, je t'aime. C'est François Bérère qui est menuisier à Quincieux, qui m'épaule sur les 3 projets, donc c'est-à-dire la baliste, la scie hydraulique et ensuite le char mycénien, avec d'autres acteurs, hein, qui est par exemple M. Joran qui s'occupe du design aussi, qui monte une partie, enfin plein d'artisans que je connais par biais ou par parents d'élèves qui sont compétents pareil. Et je me souviens, mais j'ai dû taper des semaines à 120, 130 heures à la menuiserie, avec les élèves qui venaient à Quincieux, c'est-à-dire des élèves qui se ramenaient du genre viens, on vient bosser, etc. Ils venaient comme Quentin Fournel. Je lui disais tu viens, tu peux m'aider du genre il arrivait à 8h30, au café on attaquait, on avait des poutres à soulever, mais c'était un truc, je crois que le truc il doit peser tout compris, sans la pierre on est à 5-6 tonnes de bois quoi. Ah oui. Et il fallait tout construire tout ça, donc je remercie beaucoup François qui me prête ses outils, il me dit tu te démerdes, je pas de problème. Et donc on construit ce truc là, les élèves, des fois je me retrouve avec 10 élèves, 10-15 élèves c'est trop à un moment, hein. Donc pareil, je pense que 4, 5, 6 c'est bien pour construire, et donc on assemble tout ça pour dans... assurer la sécurité aussi. C'est parce ça, que ouais. C'est quand même des enfants qui Alors viennent là, travailler avec ouais, vous. la sécurité, là je la faisais vraiment toute seule, Oui. ou alors avec un qui était compétent, Voilà, c'est mais ça. tout ce qui est assemblage, c'est-à-dire monter les poutres et les assembler entre elles, là ça ne demande pas grand-chose, si ce n'est des forces vives. Et là c'est pour ça qu'ils viennent, et je trouve ça génial d'avoir toute cette vie. Donc on fait ça, et là pareil, on est en deuxième mondiale à l'époque, parce qu'il y avait déjà eu un modèle qui avait été réinstallé à Gérache, qui était la scie, mais pas fonctionnelle, elle ne servait pas à couper, mais en démonstration en tout cas, et ça a été abîmé bien sûr parce que c'est resté sans protection. Et il y avait d'autres chercheurs qui travaillaient sur un modèle allemand, mais qui était destiné lui à couper. Donc là, il fallait du propre. C'est ça, donc là je synthétise tout ça avec un engrenage, et les étudiants de Centrale s'y collent, c'est-à-dire qu'on les rencontre, on bosse avec eux, et finalement, comme il y avait eu quelque chose qui existait déjà à l'école centrale de travail justement sur l'archéo depuis de nombreuses années, je m'insère là-dedans, et on continue, on fait la suite. Et on construit ce modèle, il va à Saint-Romain-en-Galles, gros succès parce qu'on casse les réducteurs, donc les gens se mettent à tourner la roue manuellement, ça fait un super buzz et formidable. Et donc on la termine cette année, donc justement c'était le dernier PE, c'est le projet d'études des premières années à l'école centrale, donc là elle est finie, elle reste à l'école centrale en démonstration. Et là on découvre que ce projet intéresse mais largement, et qu'on a une grosse communauté espagnole à plus de 30 000 vues qui suivent justement ce projet-là, donc on fait la D'où vidéo. le reportage avec Madame Charmeton, notre professeur d'espagnol, C'est ça. que vous avez emmené sur Les journées Voilà. l'archéologie, Ouais. oui, effectivement, à Centrale, pour raconter tout ça. On continue avec le char mycénien, donc lui c'est une première mondiale parce qu'il n'avait jamais été fait, c'est des roues de bois cerclées en cuir, un truc fantastique, mais vraiment, donc les compagnons du devoir s'y collent, enfin beaucoup de gens, des compagnies de reconstitution, le Festival européen latin grec, on le fait défiler à l'ENS en première mondiale, ensuite aux amphithéâtres gallo-romains, ensuite à Saint-Romain-en-Galles. Le but c'est que ces choses-là, elles tournent, et que moi je veux les donner soit au musée, soit donc à l'école centrale pour que justement ça soit fonctionnel, soit que ça puisse être utilisé toujours pour raconter, et que les gens racontent ce qui s'est passé, parce que c'est pas qu'un projet de je reconstruis un truc comme Non, une maquette. C'est toute l'histoire Ouais, c'est ça qui va qui est avec, importante. Et c'est pour ça que le contexte historique, parce que comment on se servait de ces ça. choses-là, à cette époque-là. Et on rencontre plein de difficultés, Bien donc plein sûr. d'archéologie expérimentale. Et ce que je veux montrer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans, donc je me mets à faire du suivi vidéo.
en plus des spectacles ou des projets qu'on mène au collège. Et alors je travaille des milliers d'heures là-dessus, donc c'est ce côté autodidacte de la vidéo qui me parle. Et en même temps, je travaille en parallèle avec Guilhem Arnaud aussi, qui intègre au fur et à mesure le lycée, mais en continuant la vidéo, et l'ARFIS ou le BTS audiovisuel, puis d'autres en même temps qu'on forme, et qui m'apprennent aussi beaucoup de choses, parce que c'est toujours un trajet qui est... Quand on travaille avec les gens, on apprend les uns des autres. C'est tellement ça. C'est donc là-dessus, à côté de ça, je continue toujours les projets au collège. Ça se passe très bien et on fait de plus en plus grand. Le collège, le Covid plombe tout ça. Heureusement, avec ma collègue d'histoire, Madame Renard, on se dit non. On va absolument avoir une lueur d'espoir là-dedans et on va. De biographie. C'est ça, pour Convoi 77. Ouais. On le fait intégralement à distance, c'est-à-dire qu'avec les moyens du bord, le téléphone, etc. En plus, c'était le premier confinement, c'était la merde de partout. Il manquait le téléphone planté. Et là, on s'est rendu compte que nos élèves avaient des ressources. Ah, mais tellement. Après, c'était pas tous. Non, mais il y a eu aussi un système d'entraide parce que je pense qu'entre eux, ils se sont aussi donné des conseils. Mais si, pour faire ça, tu fais comme ça. Et c'est ça. Ça a développé. D'ailleurs, on le voit bien puisque cette classe, on l'a suivie et c'est vraiment enfin voilà, c'est des gamins qui sont très unis, très. C'est vrai. Ouais, ça a vraiment soudé le truc. Très complices entre eux et je pense que cette expérience de vie leur a beaucoup apporté. Et ils le disent d'ailleurs. Ils le disent. Ah, mais c'est tellement satisfaisant pour tout le monde de voir ça. Donc, on se crée avec Philippe Perron, qui était qui est un réalisateur de À Canopée, qui est un de mes amis. Et je lui dis, viens, on fait ça, viens. Alors, il me dit, non, mais ça fait trop de travail. Je lui dis, viens. Donc, il dit oui, côté fédérateur, viens, mais ça fait trop de bien. Et sans oublier Séverine. Ah, Séverine Koprivnik, qui nous aide tellement. C'est donc la médiatrice du musée de Montluc, et effectivement, et qui nous permet justement de travailler avec les élèves. Et ça nous permet de terminer premier à Convoi 117. Oui. Alors, on doit aller à l'Élysée, mais Covid oblige, rien. Donc, et l'Union européenne. Cérémonie maintes fois reportée et qui a quand même lieu au collège. Ouais, c'est ça. Et un peu réduit parce que, voilà, toujours un peu Covid. Ouais, c'est ça. Et donc, on a effectivement, à l'Assemblée européenne, il y a on s'appelle déjà un colloque qui est fait et qui présente notre travail et donc vraiment on est content, c'est l'aboutissement en direct, c'est ça et donc ça prouve qu'effectivement le numérique peut être utilisé à bon escient et tout ça. Par contre là-dessus, grand cheval de bataille de l'éducation qui est le numérique remplace tout, il faut faire que du distanciel. En plus on s'est tapé de la visio pendant 3 à 4 mois, c'était horrible et non, il faut pas, ça peut servir mais il faut absolument qu'on soit à côté d'eux et ça je ne cesserai de le répéter tout le temps, même quand j'ai intégré la DRAN, je leur ai dit effectivement il faut du présentiel, il faut qu'on soit à côté d'eux, il faut qu'on les aide et la vidéo ça peut pallier 3-4 bricoles, ça peut aider à faire des choses mais il faut qu'on soit avec eux. Parce que le dématérialisé, il n'y a pas cette transmission là immédiate. C'est certain, moi je pense que les enfants ont besoin d'être accompagnés par des adultes, des tout le ressources temps, il faut que du sont monde, les enseignants. Et qu'en effet, le numérique c'est une aide, c'est un outil, ça ne remplacera jamais un prof, c'est un outil. Et il faut aussi s'en méfier. Moi je fais partie aussi des gens qui disent qu'à un moment les enfants, quand dans la classe, parce qu'ils font le job avec vous, globalement, il ne faut pas non plus que le soir ou que sous prétexte que maintenant il y a beaucoup de choses sur Internet, leur temps libre soit à aller compenser ce qui n'a pas été ou peu vu à l'école. Et c'est un peu Aujourd'hui, c'est très problématique parce que je suis aussi dépendant de cette saloperie. Oui. Et c'est vrai que les moments de déconnexion, au début, j'en rigolais quand je voyais les patrons d'entreprise ou le droit à la déconnexion, ça fait réfléchir. C'est ça. Et je ne comprenais pas, mais je disais, mais et en fait, si, là, quand je vais prendre des vacances, je vais tâcher de couper un minimum, mais c'est tellement complexe. Et c'est vrai que ça casse le lien social, même ils communiquent tout le temps. Mais le lien en présence, et d'ailleurs on le voit effectivement quand ils sont tous réunis et qu'il faut communiquer entre eux, il n'y a plus personne. Ouais. C'est vrai qu'hier le bal de nos collégiens, ça. Au départ c'était un peu, chacun dans son coin, les copines avec les copines, les copains avec les copains, et puis petit à petit ça s'est délié. Mais ils ont perdu cette habitude en effet, parce que les écrans font qu'on a l'impression d'avoir beaucoup d'amis, mais finalement on est souvent seul. C'est vrai. Et l'école sert à ça. À socialiser, je suis entièrement d'accord. L'école qui sert à socialiser. Et c'est pour ça que l'école, moi je ne suis pas une pro du portable, je ne suis pas contre non plus, mais je me dis, il faut aussi que l'école, elle se protège de ce portable parce qu'ils l'ont de toute façon à la sortie. Quand je le fais utiliser en cours, c'est vraiment parce que j'en ai besoin. Par exemple, les synonymes ou les recherches de vocabulaire ou les images. Mais il faut vivre avec son temps. C'est-à-dire qu'avant, on allait chercher dans un dictionnaire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus aller dans le dictionnaire. J'adore, c'est génial. Mais à un moment, il y a une question de rapidité aussi. Et puis, il y a une question d'accès à des choses qui peuvent simplifier la vie et puis d'approfondir sur d'autres choses. Donc, moi, je pense que c'est bien. Mais voilà, il faut quand même raison garder. Je suis d'accord. Mais ça nous a servi pour ça. Comme ça nous a servi pour Antigone, par exemple, pour tout ce qui est. Alors là, c'était multiple. Et merci tous ceux qui ont participé
participer parce que c'est tellement énorme. Je crois qu'on devait être à un moment à 120 personnes là-dessus à bosser sur ce truc-là, mais ça nous a servi de lumière au bout du tunnel, hein, Oui. parce que c'était tellement compliqué. Ils nous l'ont dit, hein, d'ailleurs, hein, nos élèves, ils nous l'ont dit après, quand il y a eu le brevet l'oral et compagnie, que ça leur avait servi de lumière. Hein. Oui. Mais c'était beaucoup de travail en distanciel, beaucoup d'organisation. Merci donc Madame Bonnet, parce que vous nous avez permis de faire ça. Et que moi je voulais vraiment faire dans cette idée-là un projet extrêmement grand, Oui. on en parlait tout à l'heure, mais parce que j'avais conscience du monde du spectacle qui souffrait et qu'il fallait absolument, mais c'était vital, faire quelque chose déjà qui tienne les élèves, qui leur montre justement cet art-là. Je voulais Antigone aussi depuis le début, certes parce qu'il y avait le Festival européen intergrec avec Sophocle, mais parce que c'était une idée de la liberté qui peut être prise selon certains biais, mais bon, la liberté et surtout le statut de la femme. Et il y avait tout ça qui matchait en même temps pour moi et c'était le moment de le faire et qu'il fallait, je me souviens, quand je marche à quatre pattes à un moment, c'était en début mai, mais vraiment à quatre pattes parce que j'ai une lombalgie, enfin une sciatique nerveuse en fait, parce que toutes les portes se ferment, on n'a plus aucun créneau, c'est l'enfer. Terrible et ça se réouvre après, mais parce que quoi qu'il en soit, je suis un têtu, je veux mener ce truc-là à terme. Ça a été un projet alors sur 2 ans. Ouais. À fond sur 2 ans. C'est ça. Hein, c'est-à-dire que la première année, en effet, hein, tout ce qui était le montage, donc beaucoup de choses techniques hein, sur les décors, littéraire aussi, parce que le Madame, littéraire avec Madame Thibault qui a beaucoup œuvré pour que les élèves appréhendent ce texte qui était compliqué. Et puis tous vos collègues qui ont aidé hein, pour les costumes, le décor et la mise en scène, alors plutôt vous et tout. Et cette deuxième année formidable où finalement on a pris cette cohorte d'élèves qui étaient partis au lycée. Ils sont revenus alors... En partie, mais qu'importe. Beaucoup quand même, beaucoup. Alors qu'ils avaient souffert parce que c'était dur. C'est eux qui avaient essuyé les plâtres, donc appris les textes et tout ça. Et vous avez surformé une deuxième équipe. C'est ça. Et alors, ce qui a été formidable, c'est quand ces 2 équipes ont fait le spectacle ensemble. Et là, c'était juste tellement magique. Et grâce aussi, parce que je me dis qu'aussi, on peut faire tout en même temps en fait. C'est-à-dire que si je peux leur permettre à ceux que vous ne voyez pas là en ce moment, qui sont derrière, c'est-à-dire à la régie, aux caméramans de se former et d'expérimenter des choses parce qu'il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est un enjeu de propreté, de faire quelque chose de bien, mais il n'y a pas d'enjeu financier. Donc qui se forme, qui teste le matériel, etc. Et je me suis dit, vas-y, on y va, quoi. On fait le partenariat avec le BTS de Villefontaine. On a le droit de se tromper, ça peut aussi valider pour, notamment, vous parliez des BTS, hein, ça leur a servi aussi de plateforme de stage, où ils ont pu valider un certain nombre de compétences grâce au projet, donc c'est très bien. Voilà. Et donc, de ça émane l'idée que peut-être vous pourriez avoir une activité annexe. C'est ça. Pour peut-être aussi, parce que moi je crois qu'il faut quand même le dire, c'est-à-dire que vous travaillez beaucoup à moyens très très réduits. Pour dire quelquefois à moyens zéro financier, je parle. C'est les miens, ce sont les miens, pardon. Si ce n'est les vôtres. Ou ceux de mes collègues. Je pense qu'à un moment, vous avez raison de penser que peut-être une activité annexe que vous pourriez coupler et qui puisse ne plus être gratuite, parce que moi je vous ai vu travailler, hein, l'équipe, tout ça, les samedis, les dimanches, les soirs, les mercredis après-midi. Oui, c'est vrai. Et tout ce temps-là, c'est parce que vous aviez envie, hein, personne ne vous obligeait. Mais en même temps, ce temps-là, vous l'avez pris, il n'a jamais été payé ni compensé. Et je pense qu'en effet, il faut, si vous avez moyen, et parce qu'aussi ça vous donnerait une légitimité. Oui, tout à fait. Et donc, vous nous parlez de ce petit projet d'entrepreneur qui a un peu de mal à se mettre en place. Mais on va y arriver. Voilà. Effectivement. Mais aussi, c'est par rapport... Effectivement, il y a l'archéologie expérimentale avec le travail, la gestion de projet aussi, il me demande beaucoup. Et je ne veux pas faillir dans mon premier travail, qui est celui de l'enseignement, parce que je les adore et j'aime beaucoup. Et ça m'embêterait. Et c'est vrai que trop chargé, après, on ne peut pas tout. Même si je sais que je peux bosser beaucoup. Vous savez très bien qu'il faut se recentrer, Monsieur Charnet. Je sais bien. Et que votre premier travail, c'est d'être enseignant. Je sais bien. Et ça me plaît beaucoup d'ailleurs. Mais à terme, effectivement, donc si effectivement le côté vidéaste prend plus d'ampleur, je verrai sur un temps partiel. Mais ce que je voudrais faire, c'est couvrir, effectivement, faire des reportages, donc financés ou non, sur que ce soit des captations de spectacles ou des captations de gens ou d'artisans ou d'artistes, et surtout les mettre en valeur. Parce que les gens ont besoin de parler, je pense que c'est tout à fait normal. Et il y a des perles, pareil sur ce que je disais sur les élèves ou sur les gens dont je vois les compétences. Il y a des gens qui ne vont pas être valorisés parce que c'est dur de se valoriser, de parler de soi-même et d'expliquer ce qu'on fait. Il faut trouver des bons canaux. Moi, ce que je propose dans ce cadre-là de vidéaste, c'est de mettre mes réseaux à leur service, que ce soit dans l'archéologie, parce que maintenant je commence à avoir une certaine légitimité là-dessus et je commence à être connu par les projets qu'on mène. Mettre des personnes ou des choses en lumière. C'est ça. Voilà. Alors après, vous parliez de financer ou pas. Moi, je pense qu'à un moment,
ça se finance. Ah, ça se finance, oui, parce que j'ai besoin de Et matériel, j'ai besoin de financer Voilà, les vous déplacements. avez besoin et puis qu'à un moment, toute tâche mérite salaire et Oui. qu'on ne peut pas toujours faire plaisir. Alors, je pense que les premières années, vous avez fait beaucoup sur la base comme ça du bénévolat Oui. parce que pour vous faire connaître, Oui, pour c'est vous ça, montrer ce parce que que vous ça me saviez plaît, faire. ouais. Aujourd'hui, je pense que vous êtes vraiment identifié comme un professionnel par Oui. les gens qui vous entourent. Donc, à un moment, un professionnel, ça se paye. Et je crois que ça, il ne va pas falloir faillir là-dessus. Donc on attend la validation de la Oui. chambre de commerce et après, on va se lancer. Mais c'est effectivement le... Enfin, c'est toujours Laetitia effectivement qui m'a dit vas-y. Mais si je reconnais que j'ai fait une formation que j'ai payée aussi, celle d'Alex Viseo, et à qui je fais coucou, salut mec, qui m'a beaucoup servi. Alors certes, je ne l'ai pas terminé, mais j'ai balayé les choses et j'avance à mon rythme. De toute façon, je gère ma vie, ça se passe. Et je reconnais que ça m'a permis de centrer plusieurs choses importantes pour justement ce projet d'entreprise, parce que quand on bascule auto-entrepreneur, enfin quand on crée une entreprise ou une association, encore que l'association c'est différent parce qu'on a des gens qui nous aident. L'auto-entreprise ou l'entreprise c'est beaucoup plus complexe parce que c'est soi-même, faut beaucoup taffer, faut passer le pas. Et c'est vrai que se dire qu'on tente, alors il y a des gens qui sont vraiment, je les admire, qui se disent on lâche le boulot et on se lance dans autre chose. C'est-à-dire sans parachute ou avec parachute parce qu'ils ont économisé un peu, mais sans parachute, c'est complexe. Moi, j'ai ce travail-là aussi qui me permet d'y aller à petits pas, c'est-à-dire de fonctionner doucement et d'être quand je suis sûr d'engager les choses. C'est un peu comme les projets en fait. Et je vous l'avais dit, ça vous a fait rigoler au début, mais c'est qu'en fait, je ne me lancerai pas dans un projet, je ne suis pas sûr de le gagner ou d'amener à l'exceptionnel. Ça, effectivement, je pense au Trinôme académique cette année ou à d'autres avec Madame Renard. On va dire que dès que vous touchez quelque chose, ça se transforme en or quand même. Alors, je ne sais pas, globalement, ça fonctionne bien, mais justement parce que maintenant, on travaille à plusieurs. Mais parce que vous ne prenez pas de faux risques au départ. Ah non, c'est-à-dire ça que je calcule vous ne partez pas si ça ne marche pas. Ah non, ça c'est clair. Pas sûr. Et puis je pense que vous y mettez tellement d'entrain, de dynamisme et de professionnalisme que forcément ça peut être que voué à la réussite. Et je pense que aussi vous avez la chance d'être entouré. Oui, ça c'est par vrai. Des collègues qui croient en vous et qui ont envie aussi par votre intermédiaire de réussir aussi, des élèves que vous emmenez et qui grâce à vous aussi réussissent et peut-être feront carrière, on ne sait pas, dans les métiers du cinéma ou autres. Voilà, mais c'est un beau parcours. Alors je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose. Une broutille sur la fin. Alors il y en a plusieurs, mais j'ai commencé la couverture vidéo sur les musées parce que ça me passionne, l'Antiquité me passionne vraiment et je me suis dit on va faire valoriser des musées. Alors, il y a des gros musées que j'ai couverts déjà. Moi je pense peut-être maintenant plus couvrir des musées qui sont moins importants mais qui n'ont pas le financement pour c'est ça si je peux les aider effectivement à ce moment-là ça sera bien, puis il y a tellement des perles à droite à gauche et donc maintenant en vidéa c'est effectivement de promouvoir des gens donc sur des parcours de vie. Alors là je sais par exemple ce matin il y a une journaliste qui m'a interviewé donc sur la Savoie parce que le Beaufortin est une zone qui me plaît énormément et j'ai couvert plusieurs parcours de vie. Un très beau reportage sur le Beaufortin. Oui, c'est ça, j'adore. Et donc c'est ce que je disais. L'accordéoniste. Oui, l'accordéoniste. Il y avait effectivement. Le coutelier. Alors le coutelier, c'est à Thiers. Ah, c'est Thiers. Oui, mais c'est pareil, c'est selon mes parcours et les gens que je rencontre. Et je trouve que le fait d'aller rencontrer des gens ou de voir ce qui se passe et d'aller faire toc toc toc, est-ce que ça vous intéresse, ça marche quand même pas mal. On a très peu parlé. Alors que c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, mais je pense que c'est peut-être pas le moment. C'est ce qu'on j'appellerait la philosophie, mais c'est l'état du monde et ce que j'entends par effectivement l'accompagnement des gens qui est extrêmement important. Mais de toute façon, pour ceux qui m'ont rencontré ou pour vous, ou pour les gens que j'accompagne, comme les élèves, je pense qu'ils le savent. Parce que je trouve qu'il faut faire attention aux gens. Alors Laetitia me dit que ça s'appelle la considération, ce qui est vrai. Et si on peut aider, vraiment c'est... Ça s'appelle l'empathie, ça s'appelle la bienveillance, ça s'appelle tout ça. Mais je ne suis pas exempt de défauts, loin de là, parce que je les vois bien. Et après, personne n'est parfait, et je pense que c'est très bien, parce que la perfection, ça doit être un petit peu rageoire au bout d'un moment. Voilà. Mais oui, mais je pense que ces valeurs, vous les partagez. Si vous ne les partagiez pas, vous n'auriez pas autant de gens autour de vous. Parce que je pense que c'est l'image que vous renvoyez. On renvoie tous une image qui fait qu'on attire ou pas des personnes autour de nous. Et je pense que quand on attire des gens avec qui tout ce qu'on fait, c'est plutôt du bien, globalement, je pense qu'on peut se dire que ce qui émane de nous, c'est que c'est pas si mal que ça. Ça va. Je vous remercie. Non mais c'est vrai, en plus c'est très juste. Voilà. C'est vrai que je voudrais tout faire, c'est-à-dire je voudrais tout couvrir, mais on n'a pas le temps. Non. Et que la vie est courte. Mais et que il faut effectivement... aussi savoir se préserver, oui, penser à soi, prendre du temps pour soi. C'est ça, aussi. effectivement, maintenant j'en suis là à me dire, je peux arriver à dire non à certains projets, j'ai déjà commencé, c'est costaud, mais je pense qu'effectivement c'est mieux pour tout le monde.
En tout cas, merci beaucoup. Merci, Madame Bonnet. Et je suis heureuse d'avoir pu faire découvrir cette personne un petit peu insolite du collège de Chazay. J'imagine que ses collègues vont découvrir des choses. Moi, j'en ai découvert encore ce matin, même si on avait préparé un petit peu l'interview. Et voilà, donc merci beaucoup, Monsieur Charnet. Merci, et surtout, Madame ne Bonnet. changez rien, restez comme vous êtes. Un peu quand même. Moi, je vais vous quitter et c'est avec regret. Peut-être je croiserai un Monsieur Charnet ailleurs. Ouais, On ne c'est ça. sait pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Alors, merci dans le dernier mot de la fin, c'est-à-dire merci à tous, c'est-à-dire tous ceux qui me suivaient, tous ceux qui vous investissez dans les projets, mais quels qu'ils soient, de toute façon, que ce soit les professionnels sur l'archéo, les élèves, les étudiants. Merci à la régie. Merci Clément. Ouais, mais je suis tellement heureux, surtout, de vous voir vous épanouir après vous avoir eu dans ce que vous faites. Et franchement, c'est ce retour sur investissement en tant que prof qu'on n'a pas forcément parce qu'on travaille sur de l'humain. Et là, vous me le proposez et je suis très content. On ne pleure pas. Non, on ne pleure pas. Non, on pleure pas. Donc merci à tous et donc à la prochaine émission.